Lorsque vous signez un contrat de travail, vous acceptez de travailler sous les ordres d'un employeur en échange d'un salaire. Mais le temps passé à travailler n'est pas sans limite et fait l'objet d'un encadrement très complet par le Code du travail, même s'il offre de nombreux mécanismes pour l'adapter au plus près des besoins de l'entreprise. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du temps de travail. Et pour aborder tout ça, on va démarrer par nos deux exemples du jour. C'est parti! Pour le premier exemple, imaginons David, un salarié de Disneyland Paris. Chaque jour, David travaille dans le parc, habillé avec le costume d'un des personnages emblématiques de Disney. Lorsqu'il arrive sur site, son travail ne commence pas immédiatement. Il doit d'abord se rendre dans un bâtiment où il récupère son costume pour la journée, et après s'être habillé, il doit ensuite se rendre à son poste de travail dans le parc où il doit pointer avant de démarrer. Ce trajet peut être effectué à pied ou en navette, mais en traversant des zones accessibles au public. Pendant ce temps, David est déjà en costume et peut être sollicité par les visiteurs du parc. Il estime donc qu'il s'agit déjà de son temps de travail et réclame à son employeur le paiement de cette période. Pourtant, selon ce dernier, le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Puisque David n'a pas pointé, sa journée n'a pas officiellement commencé et son employeur refuse donc de payer cette période. Pour le deuxième exemple, nous avons Lucie, secrétaire médicale qui vient d'être embauchée pour son tout premier emploi dans une clinique. Lors de son premier mois, elle se montre très empathique envers les patients, essaye de les mettre à l'aise et prend le temps de discuter avec eux pour les rassurer, et cela bien au-delà du nécessaire pour gérer leurs rendez-vous et leurs dossiers médicaux. Cette tendance à prendre du temps supplémentaire avec chaque patient provoque un décalage dans son emploi du temps. Elle doit donc souvent terminer ses journées plus tard pour finir son travail administratif. À la fin du mois, elle découvre ainsi avec étonnement que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées. Elle ne comprend pas et estime que ces heures font partie du travail qu'elle a effectué, et qu'elle devrait donc être payée plus. Cependant, son employeur, le directeur de la clinique, ne voit pas les choses de la même manière. Il estime que si Lucie passe trop de temps à parler avec les patients, c'est de sa propre initiative. Ces heures supplémentaires ne lui ont jamais été demandées. Selon lui, si Lucie était plus concentrée sur ses tâches administratives, elle pourrait terminer son travail pendant ses heures normales. Pour le directeur, ces heures supplémentaires ne doivent donc pas être comptées. Alors qu'en pensez-vous? David doit-il être payé lorsqu'il traverse le parc pour rejoindre la zone où il va travailler? Et Lucie doit-elle être payée pour ses heures supplémentaires? On voit ça tout de suite avec les règles sur le temps de travail. Premier point, le temps de travail effectif. Le concept de temps de travail effectif est la notion fondamentale lorsque l'on parle du temps de travail. Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. C'est cette définition qui permet de déterminer ce que l'on considère comme du temps de travail ou non et les périodes qui vont entrer dans le décompte des heures travaillées. Mais ce qui marque cette définition du temps de travail effectif n'est pas tant le fait de travailler activement, mais d'être à la disposition de l'employeur, prêt à exécuter ses directives. Il s'agit donc d'un temps contraint qui empêche toute activité personnelle. Donc un salarié qui doit se tenir prêt à intervenir sur ordre de l'employeur est considéré comme en temps de travail effectif, même lors de cette phase d'attente. Mais tous les temps liés à l'activité professionnelle ne sont pas du temps de travail effectif. C'est pourquoi le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas considéré comme tel. La question à se poser pour déterminer si une période entre ou non dans le temps de travail effectif est la suivante. Est-ce que le salarié peut être sollicité par l'employeur durant cette période? Si oui, alors il s'agit de temps de travail effectif puisque le salarié est à la disposition de l'employeur. Sinon, alors ce n'en est pas puisque le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles pour reprendre la définition. Deuxième point, les durées maximales du travail. Il existe en France une durée de référence qu'on appelle la durée légale du travail, et qui est de 35 heures hebdomadaires. Il s'agit d'une durée de référence qui sert de base pour les contrats à temps plein, mais en aucun cas, il ne s'agit d'une durée maximale. Il est tout à fait possible de travailler plus de 35 heures par semaine, qui est d'ailleurs le cas d'environ 70% des salariés à temps plein. Mais les dépassements doivent se faire dans certaines limites, et c'est là qu'interviennent les durées maximales du travail. Tout d'abord, la durée maximale quotidienne. Légalement, il n'est pas possible de travailler plus de 10 heures par jour. Une dérogation est toutefois possible si une négociation dans l'entreprise prévoit que la durée quotidienne maximale sera de 12 heures. Vient ensuite la durée maximale hebdomadaire. Le Code du travail impose une limite maximale de 48 heures par semaine. À nouveau, une exception est possible. En cas de circonstances exceptionnelles et en demandant l'autorisation à l'inspection du travail, de dépasser cette limite pour passer de 48 heures à 60 heures au maximum. Une nuance est toutefois à connaître sur la durée maximale hebdomadaire. Dans tous les cas, sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas excéder 44 heures. S'il est donc possible de travailler 48 heures par semaine, cela ne peut pas être systématique, puisque n'importe quelle période de 12 semaines à la suite
doit avoir une moyenne plus basse de 44 heures hebdomadaires. À nouveau, une négociation dans l'entreprise peut porter cette limite à 46 heures. Donc si on résume, 10 heures par jour au maximum ou 12 heures en cas d'accord d'entreprise, 48 heures par semaine au maximum, et dans tous les cas avec une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives. Limite qui peut passer à 46 heures en cas d'accord d'entreprise. Troisième point, le temps de repos. Si l'on définit ce que l'on considère comme étant du temps de travail et que l'on instaure des durées maximales, c'est pour garantir aux salariés un droit au repos, une période pendant laquelle le salarié n'est plus du tout à la disposition de l'employeur. La loi prévoit donc des durées minimales de repos. Tout d'abord, pendant la journée de travail, une pause d'au moins 20 minutes doit être accordée aux salariés toutes les 6 heures. Même si en général la pause déjeuner intervient plus rapidement et dure plus longtemps, il s'agit ici d'un minimum qui peut bien sûr être allongé. Mais attention, elle ne peut pas être fractionnée. Laisser par exemple 2 pauses de 15 minutes dans la journée serait considéré comme un non-respect du temps de repos obligatoire, même si une fois cumulé, la durée est supérieure aux 20 minutes de base. Vient ensuite le temps de repos quotidien, de 11 heures consécutives. À nouveau, il s'agit d'un minimum qui est bien souvent supérieur. Mais ainsi, même en période de forte activité, les salariés ont la garantie de disposer d'un temps de repos au moins nécessaire pour récupérer. Et on termine avec le temps de repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives. Puisqu'il est interdit de faire travailler des salariés plus de 6 jours de suite, le 7e jour, souvent le dimanche, n'est pas travaillé. Et ce repos de 24 heures se cumule avec celui des 11 heures, donc cela forme un droit au repos hebdomadaire de 35 heures. Quatrième point, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées en dépassement de la durée légale du travail ou de la durée de référence du salarié. Si vous êtes à 35 heures par semaine, dès la 36e heure, il s'agira d'une heure supplémentaire. Si vous êtes à 37 heures hebdomadaires avec des RTT, les heures de 35 à 37 servent à vous octroyer des jours de repos, et c'est à partir de la 38e heure et plus qu'il s'agira d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières, par exemple de 35 heures à 43 heures, et de 50% pour les heures supplémentaires suivantes. D'ailleurs, il est possible par accord d'entreprise de baisser les majorations de salaire des heures supplémentaires jusqu'à 10%. Il existe également une sorte de limite qui s'appelle le contingent annuel d'heures supplémentaires. De base, il est de 220 heures supplémentaires par an, c'est-à-dire qu'une fois qu'un salarié a dépassé cette limite dans l'année, en plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires doivent donner droit à une compensation en repos, c'est-à-dire des jours de repos en plus pour compenser le volume important d'heures effectuées. Autre point à rappeler, c'est l'employeur qui est à l'initiative des heures supplémentaires. Ce n'est pas un choix du salarié d'en effectuer pour gagner davantage, mais une demande de l'employeur au nom de son pouvoir de direction. En revanche, si la charge de travail est telle que le salarié est obligé d'en effectuer pour accomplir ses tâches, il pourra réclamer le paiement de ces heures supplémentaires, même s'il n'avait pas eu l'accord direct de son employeur. Cinquième point, l'aménagement de la durée du travail. Vous l'avez sans doute remarqué, la plupart des durées du travail sont exprimées de façon hebdomadaire. La durée légale du travail de 35 heures est basée sur la semaine, tout comme certaines durées maximales, temps de repos ou encore le décompte des heures supplémentaires. Pourtant, il est possible de moduler la durée du travail sur une période qui dépasse la semaine, en l'aménageant sur plusieurs mois, voire années. L'intérêt pour l'entreprise est double: adapter la durée du travail aux fluctuations de l'activité et mieux gérer le volume des heures supplémentaires. Si la période de référence n'est plus la semaine mais l'année par exemple, on parlera alors d'annualisation du temps de travail. On passe donc de 35 heures par semaine à 1607 heures par an. Petite parenthèse sur le calcul pour obtenir ce montant de référence. Il ne faut pas faire 35 heures x 52 semaines, qui donnerait 1820 heures. Tout d'abord, on retire tous les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours de repos, de congés et les jours fériés. On arrive alors à 228 jours. Puisque pour les 35 heures, il s'agit de faire 5 jours x 7 heures, ici on fait 228 jours x 7 heures. Ce qui donne 1596, qu'on arrondit à 1600 heures, et auquel on ajoute les 7 heures de solidarité. 1607 heures. Ici, il n'y a donc plus de référence aux 35 heures par semaine, car les 1607 heures peuvent être réparties plus librement, mais toujours dans la limite des durées maximales du travail. Et même si une semaine dépasse les 35 heures, il ne s'agira pas d'heures supplémentaires. Ces dernières seront déterminées en fin d'année si le salarié a dépassé les 1607 heures. Donc en cas d'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires démarrent à partir de la 1608e. Mettre en place ce genre d'aménagement nécessite l'existence d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, qui peuvent prévoir une modulation sur une période de 3 années. Sixième point, les forfaits heures et jours. Il existe un dernier mécanisme qui permet de gérer le temps de travail, la convention de forfait, qui peut être en heures ou en jours. La convention de forfait en heures est un accord entre l'employeur et le salarié qui permet de définir une durée forfaitaire de travail
qui inclut déjà certaines heures supplémentaires. Elles sont donc contractualisées. Cela permet de mettre en place un volume horaire plus important pour des salariés avec davantage d'autonomie dans leurs fonctions. Concernant la convention de forfait en jours, on change totalement la logique puisque la référence à un nombre d'heures travaillées disparaît au profit d'un nombre de jours. Une telle convention peut prévoir que le salarié travaille jusqu'à 218 jours par an et en organisant son travail avec une grande autonomie. Cela a pour conséquence la disparition des durées maximales de travail, même si l'employeur doit mettre en place un système de suivi de la charge de travail pour ses salariés. Pour mettre en place une telle convention de forfait, il faut tout d'abord qu'un accord d'entreprise ou de branche le permette et que le salarié soit d'accord pour la signer. Vous maîtrisez désormais toutes les subtilités du temps de travail, et pour fêter ça, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Plus sérieusement, on va revenir sur nos deux situations pour déterminer qui a raison et qui a tort. Souvenez-vous, David travaille à Disneyland Paris et doit d'abord enfiler son costume et traverser une partie du parc pour commencer sa journée. Il estime que le temps pour aller pointer est du temps de travail qui doit être payé. Son employeur refuse, affirmant que le temps de trajet pour se rendre au travail n'est pas du temps de travail effectif. Alors, qu'en est-il? Il est vrai que sur le principe, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas considéré comme tel. Or, on a vu que la notion de temps de travail effectif n'implique pas forcément de travailler activement, car le critère principal est d'être à la disposition de son employeur. Ainsi, sachant que David est déjà en costume, qu'il traverse le parc en étant en contact avec la clientèle qui peut le solliciter et qu'il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles, les circonstances font qu'il s'agit bien d'un temps de travail effectif. Ainsi, malgré le refus initial de son employeur, David a légalement droit à une rémunération pour cette période. L'employeur sera donc contraint de lui payer un rappel de salaire. Passons maintenant au cas de Lucie. Cette secrétaire médicale qui effectue son premier mois dans une clinique a tendance à faire des heures supplémentaires, notamment car elle passe du temps à parler avec les patients. Or, son employeur ne les a pas pris en compte sur sa fiche de paye. Il est vrai que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du travail, et c'est bien ce qu'a fait Lucie. Cependant, pour être considérées comme telles, les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur, et non à l'initiative du salarié. Dans le cas de Lucie, bien que son empathie soit en effet un atout dans sa relation avec les patients, le fait qu'elle passe plus de temps que nécessaire à parler avec eux et qu'elle doive ensuite rattraper ce temps pour effectuer ses tâches administratives relève de son choix personnel et non d'une exigence de son employeur, car ce dernier n'a jamais expressément demandé à Lucie d'effectuer ses heures supplémentaires. Cela signifie que même si Lucie considère que ces heures en plus font partie de son travail, à partir du moment où elles n'ont pas été demandées par son employeur, ce dernier peut refuser de les payer. Grâce à David et Lucie, vous maîtrisez maintenant l'ensemble des règles qui concernent le temps de travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le résumé des points clés en cliquant sur le lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en droit du travail. C'est tous les lundis à 10 h, c'était Victor, ciao.